D'abord, je remercie à tout le monde d'être là parce qu'on était un petit groupe à y croire il y a quelques mois, il y a une dizaine de mois. C'était pas évident d'organiser une journée comme cela et avec une journée nationale de grève comme on subit aujourd'hui, vraiment on avait cumulé les choses pas évidentes et je vous remercie beaucoup d'être là et d'être assidus. Là, je vois que ça a l'air d'intéresser pas mal de gens. Voilà, donc moi-même je suis médecin généraliste à Nevers, dans la Nièvre, c'est très très loin, et je me suis beaucoup investi depuis plusieurs années sur cette thématique. Comme tous les gens qui sont intervenus aujourd'hui, j'ai pris beaucoup de gens en charge dans cette pathologie, donc on commence à avoir un petit peu d'expérience, mais elle augmente chaque jour. Alors je voulais dans cette première intervention, je voulais vous expliquer un petit peu ce qu'était le médecin de premier recours. Parce que tout à l'heure, au cours de plusieurs interventions, j'ai entendu parler de médecin traitant, de médecin de premier recours. Ce n'est pas forcément la même chose. C'est deux notions un petit peu différentes. Ça peut être la même personne, mais pas toujours. Donc face à cette épidémie d'obésité qu'on voit arriver dans nos cabinets, qui concerne toutes les tranches d'âge, de l'enfant jusqu'à la personne beaucoup plus âgée, le rôle du médecin de premier recours est essentiel. Le diagnostic paraît évident comme ça. La personne est obèse, ça se voit. En fait, c'est limite si le diagnostic ne serait pas un autodiagnostic, c'est-à-dire que si la personne ne se diagnostiquait pas elle-même. Quand on voit la photo, on se dit, mais oui, finalement, il y a peut-être un problème, parce que si on regarde par exemple que l'IMC ou que le poids et la taille, à 20 ans, un judoka, il peut rentrer dans un IMC qui peut représenter une obésité ou une obésité morbide, et pourtant, stricto sensu, il n'est pas obèse. Donc ça pose un problème. Justement, le rôle du médecin du premier recours, c'est le diagnostic d'obésité. Son rôle, c'est de faire le diagnostic d'obésité. Et alors, bon, quelquefois, il est aidé parce qu'il y a des comorbidités évidentes, en plus de la taille et du poids, de certaines mesures, mais il n'y a pas toujours ça. La société aussi, souvent, crée un sentiment de négation du diagnostic. Il est bien portant, il y a toutes les images d'Épinal, vous les connaissez mieux que moi, hein. On les utilise même des fois, il est bien portant, on est dans le champ de la bonhomie. Et le sujet lui-même, des fois, est entretenu dans cette idée et ne perçoit lui-même que cette maladie au décours ou de l'achat de vêtements, du regard dans la glace, de photos. J'ai essayé de faire une définition, elle n'est pas parfaite, elle demande sûrement à évoluer. Et qui est alors ce médecin de premier recours? Donc, c'est le médecin qui établit le premier avec précision le diagnostic d'obésité, qui le formalise et qui donne une information claire ou éclairée au patient. C'est lui qui, sur des critères validés scientifiquement, fera la différence entre le morphotype et une obésité vraie. Donc, on a besoin, pour faire ce diagnostic, bien sûr, de recourir à des données chiffrées, pas forcément focalisées sur le poids, ça a été très bien dit depuis le début de la journée, mais on a besoin quand même de chiffres. Alors, ça peut être le tour de taille, il y a plusieurs portes d'entrée, mais en tout cas, il faut quand même quantifier à un moment, sans faire une obsession sur le chiffre, parce qu'il faut quand même communiquer auprès du patient qu'il ne va pas falloir focaliser sur un chiffre, parce que sinon, on va passer à côté de la prise en charge, ça c'est sûr. Qui est ce médecin de premier recours? Ce n'est pas forcément le médecin traitant. Tout le monde connaît l'imprimé, l'imprimé de la sécurité sociale. Maintenant, on est tous là-dedans, qu'on soit patient, soignant. Le médecin traitant déclaré, alors d'abord, il n'existe qu'à partir de l'âge de 16 ans, je le rappelle, puisque avant 16 ans, on n'a pas de médecin traitant. On peut en avoir un, mais il n'est pas déclaré, on n'est pas dans le champ administratif. Donc avant, on peut aller voir un médecin de son choix et ça peut être un pédiatre, effectivement, ça peut être un médecin généraliste, un médecin spécialiste. Le médecin traitant, c'est qui? C'est celui, en dehors de l'aspect administratif, le médecin traitant, c'est celui qui connaît bien l'histoire du patient, qui connaît son environnement de vie, qui répète fréquemment au moment des consultations. Alors maintenant, les consultations sont un petit peu compliquées dans nos cabinets. Alors il y a plein d'études là-dessus parce que c'est tellement difficile de voir un médecin, on y a tous été confrontés,
que maintenant, les gens cumulent les motifs de consultation quand ils arrivent en consultation. Donc, ils arrivent avec 5-6 motifs de consultation, ce qui n'est pas évident pour une maladie chronique comme celle-là. Et souvent, ce médecin traitant, qui connaît l'environnement et un petit peu l'histoire du patient, comme il est conscient quand même du problème, à la fin de la consultation, il dit au fait, il faudra penser à perdre du poids, il faudra penser à maigrir. Et le patient de répondre oui, j'essaye bien, c'est pas évident, ou mon père était déjà comme ça. Et souvent, c'est la fin de la consultation et les choses s'arrêtent là. Donc, il faut penser, en tant que médecin traitant, il faut penser à ce moment-là, à saisir la balle au bond et de proposer au patient, s'il est motivé ou quand il le sera, de revenir pour faire une consultation dédiée en étant très positif, en disant que ce n'est pas une fatalité, qu'il ne faut pas être anxiogène, mais il faut expliquer qu'il ne faut pas être dans la négation. Si on prend le temps d'une consultation de bonne qualité, on peut lui expliquer, déjà formaliser le diagnostic et puis les solutions, organiser quelque chose avec lui, l'aider, l'accompagner dans cette prise en charge. Le médecin de premier recours. Donc là, on a vu un petit peu le médecin traitant. Je voulais pas oublier aussi dans les médecins traitants, bien sûr, on a nos confrères pédiatres qui sont confrontés aussi à cette épidémie. Alors lui, le pédiatre, il est plutôt dans le champ du médecin de famille, puisqu'il n'y a pas de formalisation administrative. Hein, et souvent, lui, il a une autre problématique, c'est que il voit l'enfant souvent au moment... Alors, il y a toujours un tiers présent, et puis qui n'est pas forcément un problème, mais ça peut être pas évident pour diriger pour en tout cas accompagner la consultation sur un sujet comme celui-là. Et puis, donc il faut une qualité d'écoute de qualité, enfin une bonne qualité d'écoute. Et souvent, il est consulté au moment des pathologies aiguës, de problèmes aigus, et que le temps médical à ce moment-là n'est pas très favorable à éclairer ce problème et formaliser le diagnostic. Le médecin de premier recours, disais-je, qui ça peut être? Donc on a vu médecin traitant, mais ça peut être aussi tout à fait un autre médecin. Ça peut être dans le champ des médecins consultés dans le champ de la prévention, ça peut être un médecin du travail, ça peut être un médecin de PMI, ça peut être un médecin de santé scolaire, ça peut être un médecin qu'on voit au moment d'une visite d'aptitude ou qui délivre des certificats. Pourquoi ça peut être ces médecins? Tout simplement parce que ce médecin de premier recours, ça sera celui qui, à un moment donné, prendra le temps de se poser, d'avoir un entretien de qualité avec le patient, de formaliser avec ce que j'ai dit précédemment le diagnostic d'obésité et qui se mettra en contact, donc qui fera prendre conscience au patient de sa pathologie et qui se mettra en contact avec le médecin traitant, si ce n'est pas lui, et pour après créer un parcours de soins coordonné. Les médecins spécialistes, je ne les oublie pas, libéraux, ils ont un rôle fondamental parce qu'eux, ils sont souvent médecins de premier recours et souvent c'est au moment des comorbidités en fait. Souvent c'est la porte d'entrée dans le diagnostic, ça peut être une comorbidité et donc à ce moment-là, ils sont aussi médecins de premier recours. Mais ça n'élimine pas que je pense que le médecin traitant déclaré, là, dans le champ de l'adulte, doit rester centralisateur dans l'organisation avec le patient, en accord avec le patient, d'un parcours de soins de qualité. Alors, pendant la consultation, cette consultation qui formalise le diagnostic, souvent j'utilise les mots qu'on utilise un petit peu en cancérologie, donc je ne veux pas être anxiogène non plus, mais la cancérologie, il y a quelques années, s'est mise en place, la prise en charge de la cancérologie a utilisé tout un champ lexical que je reprends souvent parce qu'on est dans une pathologie chronique avec un travail en équipe, une coordination de la prise en charge, et c'est avec des RCP, donc c'est quand même un champ dont on peut s'inspirer pour créer un format de prise en charge. Donc je parle souvent de cette consultation d'annonce, qui est un moment essentiel dans ce parcours de soins du patient, qui doit se faire dans un environnement calme, ne pas être anxiogène, dédramatiser, responsabiliser,
Surtout, comme on peut le voir sur le slide, éliminer tout de suite d'emblée la recherche d'une guérison rapide. Hein. C'est souvent qu'on voit le patient à ce moment-là, quand on formalise un petit peu le diagnostic, donnez-moi un comprimé. Et alors là, donc, attirer le patient en lui disant que si on part comme ça, on va direct à l'échec ou à la désillusion, voire on peut aggraver la maladie avec l'effet yo-yo. Ce champ lexical lors de cette consultation, c'est le champ un petit peu que j'ai repris là, en cancérologie. On parle de stabilisation, de rémission quand on commence à avancer dans le parcours de soins. Il faut rechercher l'acceptation du diagnostic, établir un sentiment de confiance sur la durée, avec une participation active du patient. Donc, voilà, éliminer bien sûr les croyances d'emblée, les fausses croyances. D'accord. Le médecin de premier recours a aussi une fonction qui peut être très très intéressante. C'est de par son statut, agir sur les horaires décalés de nuit. Il peut favoriser l'adaptation du poste de travail. Aussi attirer l'attention du patient sur la difficulté familiale ou le divorce, mais aussi le mariage, ça peut être aussi un mariage, ou des deuils, le chômage, tous les accidents de la vie qui ont favorisé la mise en place de cette maladie. Donc l'établissement du parcours de soins, lui, doit se faire plutôt par le médecin traitant dans une pluridisciplinarité. Et le médecin traitant a un rôle fondamental parce qu'il est collecteur et détenteur du dossier médical. Il doit donc collecter toutes les données pour avoir un suivi dans la durée. J'ai presque fini. Ce médecin de premier recours, il y a quand même, donc il doit avoir une bonne formation sur la maladie, mais aussi il doit connaître un petit peu les ressources locales, là où habite le patient, en matière de ressources, diététiciens, psychologues, infirmières, kinés qui prennent en charge ce type de maladie. Avoir aussi une notion sur le champ médico-social, les aides qui peuvent être nécessaires, l'AH, la MDPH, les aides à l'acquisition d'une mutuelle auprès des CEPAM. Connaître aussi l'existence d'associations, par exemple d'associations de patients ou sportifs qui prennent en charge ce genre de choses. Donc, ce qu'il faut aussi, ça sera la dernière chose, ce qu'il faut lors de cette consultation d'annonce, ne pas faire de promesses qui ne pourraient pas être tenues, donc maîtriser la faisabilité. Quand on parle de parcours de soins, il faut maîtriser la faisabilité de l'accès aux soins en termes aussi bien de délais. On a vu que des fois des délais sur certaines professions n'étaient pas évidents pour avoir des rendez-vous, et aussi de coûts financiers qui doivent être bien sûr adaptés à la situation du patient. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Et pour motiver cette prise en charge, il faut que le médecin de premier recours puisse bénéficier d'un retour aussi d'informations, surtout pour s'évaluer, s'auto-évaluer et évaluer l'impact de sa fonction qui est essentielle. Merci.